cannot lift this. I am not a warrior. I do not enjoy heights. The 13th Warrior. Le 13e guerrier, film d'aventure médiévale mis en scène par John McTiernan, réalisateur de Predator et de Piège de cristal, adapté du roman de Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park, et interprété par la star internationale au firmament de sa gloire à la fin des années 90, suite au carton du Masque de Zorro, à savoir Antonio Banderas. En gros, le cocktail explosif pour accoucher d'un grand film populaire. Prepare yourselves. Pourtant, à sa sortie, le film a fait un énorme bid, sauf en France où il cumula quand même 1 200 000 entrées, mais dans le reste du monde, ça a été un échec. Et oui, durant ce fameux été 1999, plein d'autres blockbusters créèrent l'événement, comme Star Wars épisode 1, Matrix, Wild Wild West ou encore La Momie, et ne laissèrent finalement peu de place au film de McTiernan, noyé au milieu de tous ces mastodontes. Peut-être parce que justement, le 13e guerrier n'était pas véritablement un blockbuster de l'été. Peut-être parce que ce film, bien qu'il ait été vendu comme une proposition de cinéma épique, ne jouait pas vraiment la carte du spectaculaire à grand renfort d'effets spéciaux numériques, comme le faisaient ses concurrents de l'époque. Peut-être parce que ce film, c'est avant tout de l'aventure intimiste. Une aventure qui ne mise pas tant sur les combats et les batailles, mais bien sur l'évolution passionnante d'un poète intellectuel civilisé en guerrier barbare viking. En gros, le héros McTiernien par excellence, qui revient petit à petit à un état primitif, comme dans Predator et Piège de cristal. Dès l'instant où j'ai vu le 13e guerrier au cinéma en ce mois d'août 1999, je suis immédiatement tombé amoureux de ce film. Que ce soit les thèmes, la mise en scène immersive, les acteurs ou la musique. Et bien que le film ait souffert de toute une post-production ultra chaotique, pour moi, rien n'a pu l'empêcher d'être un grand moment de cinéma. Voilà pourquoi j'avais envie d'en parler et de vous expliquer en quoi Le 13e guerrier est bien le dernier grand film de John McTiernan. I am Ahmed ibn Fahlan, ibn al-Abbas, ibn Rashid, ibn Hamad. And things were not always thus. Au départ, ce film s'appelait Les Mangeurs de Morts, tout comme le roman éponyme de Michael Crichton dont il est adapté. L'histoire du 13e guerrier est une combinaison de deux sources littéraires. La première vient du fameux poème anglo-saxon Beowulf. On remarquera d'ailleurs la même trame narrative autour des personnages de Beowulf et Beowulf, qui s'engagent tous deux à libérer un village nordique en repoussant les attaques incessantes d'une force maléfique. Mais là où Crichton va donner un nouveau souffle à cette légende médiévale maintes fois racontée et adaptée au cinéma, c'est en y incorporant une deuxième source littéraire qui provient des écrits d'Ahmed ibn Fahlan, un arabe qui rencontra des vikings au Xe siècle. Ce qui permet d'apporter un nouveau regard sur une culture barbare, le regard d'un homme civilisé. Le réalisateur John McTiernan, sortant de l'énorme carton qu'était Die Hard 3, réussit à avoir le feu vert de la filiale de Disney Touchstone Pictures pour enfin réaliser un projet qui lui tient à cœur depuis très longtemps, celui d'adapter sur grand écran une épopée viking. Il trouve alors dans le livre de Crichton le matériau idéal pour concrétiser sa vision. Mais il était loin de se douter que son film lui échapperait au profit de l'auteur de Jurassic Park. Une guerre d'ego éclatera entre ces deux artistes et retardera la sortie du film pendant 1 an. Et oui, la date de sortie était initialement prévue pour le printemps 1998, et un teaser avait même été fait, encore avec le titre d'origine, Eaters of the Dead. Malheureusement, quelques mois avant la sortie du film, une projection test assez négative inquiète le studio, qui demande au réalisateur de retourner certaines scènes pour améliorer le rythme et la compréhension du film. Toute une série de tournages additionnels ne vont cesser de se multiplier durant l'année 1998 pour corriger en vain des problèmes narratifs. C'est à ce moment-là qu'un différend artistique majeur éclate entre le réalisateur et l'auteur du roman. Michael Crichton prend de plus en plus le contrôle sur le film, jusqu'à tourner lui-même une séquence clé, la mise à mort de la mère des Wendolls. Alors que McTiernan tourne de son côté sa version du film où la mère des Wendolls apparaît comme une matriarche, une énorme femme correspondant à la figurine que les héros trouvent dans la forêt, Michael Crichton, lui, préfère montrer une femme physiquement séduisante pour accentuer le pouvoir d'ensorcellement qu'elle a sur le personnage de Beowulf. Et étant donné que Michael Crichton avait négocié le Final Cut, comme il avait l'habitude de le faire sur toutes les adaptations de ses livres, bon, à l'exception de Jurassic Park, où le boss reste quand même Tonton Spielberg, faut quand même pas déconner, mais pour le 13e guerrier, c'est sa version qui est retenue par le studio.
Voyant qu'il est de plus en plus dépossédé de son film, John McTiernan quitte soudainement la production et part tourner un autre film, le très bon remake de l'affaire Thomas Crown. C'est donc l'auteur du roman qui finalise la post-production. C'est lui qui choisit Jerry Goldsmith pour remplacer toute la musique déjà composée par Graham Revell. Il transforme le titre lugubre Les Mangeurs de Mort en 13e guerrier et supervise la version définitive du montage. Après un an de conflits, de reshoot, le film sort enfin sur les écrans en août 99, et malgré ses quelques défauts intrinsèques à sa fabrication, le film m'apparaît encore aujourd'hui comme une expérience cinématographique intemporelle, mêlant habilement fantaisie et réalisme. Mais alors, de quoi parle le 13e guerrier ? L'histoire se déroule au Xe siècle et nous suivons le destin d'Ahmed ibn Fahlan, un poète arabe banni par le calife de Bagdad et contraint de devenir un ambassadeur en Asie mineure. Sur sa route, il fait la rencontre d'un groupe de vikings dont le chef Beowulf doit rassembler 13 guerriers pour porter secours au seigneur Hrothgar, dont le village est régulièrement attaqué par des démons mangeurs de morts. Mais pour mener à bien cette quête, l'oracle des vikings exige que le 13e guerrier soit un étranger. She says the 13th man must be no Northman. Ibn est alors choisi bien malgré lui pour escorter ces hommes du Nord dans leur aventure. Au cours de ce périple, Ibn et ses nouveaux compagnons devront passer outre leurs différences culturelles pour unir leurs forces et vaincre le mal qui ronge tout un royaume. Pour les fans de John McTiernan, ce film a toujours suscité beaucoup de frustration parce que, on n'a jamais eu de director's cut qui nous aurait permis de voir quelle aurait été la véritable vision du réalisateur. Mais d'après les nombreuses recherches effectuées par le journaliste Nicolas Rioult, apparemment il n'existe pas d'énorme différence entre la version cinéma que nous connaissons et la version qu'aurait souhaité John McTiernan. On pourrait penser par exemple que le début présente sommairement les origines du héros et qu'il manque une grosse portion du film se déroulant à Bagdad. Mais en réalité, il n'en est rien puisque dans le script original, les origines du personnage de Banderas ne faisaient pas plus d'une page, c'est-à-dire 1 minute de film. Et d'après McTiernan, seulement 10 minutes de film auraient été supprimées sans qu'elles n'altèrent véritablement la structure narrative originelle. Du coup, malgré l'emprise de Crichton, on peut donc considérer que la majeure partie du long métrage correspond bien à la vision de John McTiernan. En tout cas, le résultat m'a toujours apparu très réussi. Du coup, le 13e guerrier fait peut-être partie de ces rares films où les impératifs commerciaux du studio ont peut-être contribué à améliorer le film plutôt qu'à le dénaturer. On ne le saura jamais, mais une chose est sûre, c'est que malgré toute cette production chaotique, le film reste encore aujourd'hui très efficace et n'a pas pris une ride visuellement. Je vais donc vous expliquer pourquoi je le considère comme un film culte malgré ses défauts, en déterminant un peu à la manière d'un jeu de rôle quelles sont les forces et les faiblesses du 13e guerrier. Évacuons déjà les faiblesses. Le plus gros défaut du film, à mon sens, et il est de taille, c'est l'absence d'un véritable antagoniste bien identifié et bien puissant. Dans cette histoire, l'ennemi est représenté sous la forme d'un groupe sans véritable leader qui pourrait se détacher des autres pour incarner la menace ultime. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le studio à repartir en tournage pour disperser tout au long du film quelques images d'un nouveau chef des méchants. Mais le problème, c'est que ces apparitions sont trop brèves et son traitement trop succinct pour vraiment constituer un antagoniste marquant et intéressant, puisqu'on ne sait tout simplement pas qui est cet ennemi, ni quelle est l'étendue de son pouvoir. Du coup, ce personnage n'a finalement pas grand intérêt et ne comble pas vraiment l'absence d'un antagoniste clairement défini. Un autre défaut, c'est l'absence de caractérisation des Vikings. Sur les 12 guerriers, seul le personnage de Herger a un vrai traitement. Même Beowulf, le chef des Vikings, reste trop peu développé pour vraiment avoir un arc narratif intéressant. Mais en même temps, on pourrait presque dire que c'est justement le caractère énigmatique de Beowulf qui construit toute sa prestance, son tempérament très stoïque et taciturne qui lui donne tout son charisme. Il a ce côté insaisissable qui accentue encore plus le fossé culturel qui existe entre l'Orient et les pays du Nord. Donc d'un certain point de vue, on pourrait presque dire que son faible traitement est plutôt bien pensé et justifié. Et pour moi, le dernier problème du film, c'est la romance installée entre Ibn et une fille du village nordique, qui reste trop anecdotique et superficielle dans son traitement pour vraiment nous émouvoir ou susciter un quelconque attachement à cette histoire d'amour. Du coup, toutes ces scènes romantiques ralentissent un peu le film pour rien. Come on. Maintenant, quelles sont les forces du 13e guerrier ? Let's go, little brother. It's beginning. Première force du film, c'est l'audace d'avoir choisi des vraies gueules scandinaves plutôt que des acteurs hollywoodiens connus pour incarner les Vikings.
Une décision artistique qui accentue encore plus l'immersion au sein d'une civilisation étrangère. Mention spéciale à Vladimir Kulish qui joue Bullwife et qui, avec sa carrure et son regard intense, semble tout droit sorti d'une autre époque. Ce qui rend le film aussi intemporel, c'est évidemment la mise en scène de John McTiernan qui ici opte pour une approche réaliste en utilisant une esthétique proche du documentaire avec des plans caméra-épaule et en longue focale, se concentrant davantage sur l'humain plutôt que sur les environnements pour transposer le genre heroic fantasy dans un univers réel et tangible. C'est vraiment ce qui distingue le 13e guerrier de tous les autres films d'Heroic Fantasy et qui le rend assez unique en son genre, à savoir cet aspect un peu reportage au cœur d'un univers médiéval. À l'exception de la scène d'intro avec le bateau, le réalisateur n'utilise pas de fond vert, pas d'effets spéciaux numériques pour booster artificiellement la dimension spectaculaire du film. McTiernan mise tout sur l'authenticité en tournant une grande partie du film dans des décors extérieurs au nord du Canada, dans des vraies forêts, dans la boue, dans les montagnes, la plupart du temps en éclairage naturel, quitte à filmer certaines scènes de nuit uniquement avec la lumière du feu. Résultat, certaines images sont plongées dans une obscurité telle qu'elles permettent de noyer encore plus les personnages au milieu des ténèbres. Des images tellement sous-exposées qu'elles feraient pâlir Gordon Willis, le chef opérateur du Parrain. Toujours dans un souci de réalisme et pour renforcer encore plus l'immersion, John McTiernan choisit de ne pas sous-titrer le langage des Vikings pour justement créer un processus d'identification fort avec le public qui lui aussi ne comprend rien et se sent à l'écart comme le héros principal. Une façon d'impliquer le spectateur en le forçant à faire cet effort intellectuel d'observation et d'attention pour comprendre ce qui se trame entre les personnages, comme dans ces scènes au coin du feu où le héros se concentre pour comprendre le moindre mot. Une scène géniale où le réalisateur va transformer progressivement les mots scandinaves en anglais, comme il avait pu le faire avec le russe dans À la poursuite d'Octobre Rouge, mais cette fois en utilisant la technique de l'ellipse avec différents plans serrés sur Banderas pour symboliser le passage du temps et rendre crédible l'apprentissage d'une langue étrangère en seulement quelques secondes de film. Juste excellent. Pig eating son of a whore. Where did you learn our language? I listened. Cette immersion n'aurait pas été aussi réussie sans la performance d'Antonio Banderas qui joue à merveille cet homme délicat et civilisé, perturbé par cet étrange mode de vie sauvage des Vikings. En prenant son air outré et sarcastique, il nous fait rire car il nous renvoie aux préjugés que nous aurions si nous étions face à une culture étrangère aussi barbare. À la fois drôle, vulnérable et plein de sagesse, il compose un personnage immédiatement attachant qui rend toute son évolution passionnante. L'une des très grandes forces du film est bien sûr la BO de Jerry Goldsmith, qui est venu remplacer au pied levé toute la musique initialement composée par Graham Revell. Il propose donc une partition au souffle épique époustouflant, élevant encore plus l'intensité dramatique des batailles grâce à de puissants chœurs lyriques et un rythme galvanisant. Toute la richesse de la musique, c'est d'avoir épousé thématiquement le film. C'est-à-dire quand elle construit une harmonie entre la délicatesse des sonorités orientales et la rudesse des sonorités wagnériennes du peuple viking. De cette façon, Jerry Goldsmith souligne encore plus la puissance de cette union sacrée entre ces deux différentes cultures. It works. Ce qui nous amène à la thématique principale du 13e guerrier, qui n'est pas tant la libération d'un peuple, mais bien la coexistence entre deux civilisations très différentes. Comment tous ces personnages vont-ils réussir à communiquer et à se comprendre? C'est vraiment cet aspect-là du film qui est à mon sens le plus captivant et le mieux traité. Comment de cette différence culturelle et philosophique peut naître une collaboration ou une amitié? Comment deux peuples diamétralement opposés vont se nourrir des différences de chacun pour s'enrichir humainement et devenir plus forts pour affronter ces démons au pouvoir mystique? I am not a warrior. Very soon, you will be. Certains ont reproché la déconstruction de l'aspect fantastique du film quand on comprend que ces démons mi-hommes mi-bêtes sont en réalité ni plus ni moins que des hommes, restés au stade de Néandertal. Mais cette approche réaliste est justement tout le sujet du film, qui veut nous montrer comment l'obscurantisme de nos croyances transforme notre perception du réel en mythe et amplifie nos peurs. Ce qui nous amène à une autre thématique très bien exploitée dans le film, la peur. Fear profits man nothing. La peur que l'on projette sur ce qu'on ne connaît pas et qui nous paralyse pour avancer. Dans cette aventure, chacun va permettre à l'autre de surmonter sa propre peur pour vaincre un ennemi commun. They are demons.
Les Vikings transmettent à Iben le courage et la force physique dont il a besoin pour s'accomplir en tant que guerrier. Quant à Iben, grâce à son esprit rationnel, il réussit à ouvrir les yeux des Vikings sur la réalité du danger pour leur permettre de se libérer de leurs superstitions et de leurs croyances mythiques. Et c'est d'ailleurs plutôt rafraîchissant de voir dans un film un homme du Moyen-Orient libérer un peuple occidental de leur propre obscurantisme. Cette harmonie improbable entre les peuples est magnifiquement illustrée lors du combat final. Même si ce dernier affrontement souffre de l'absence d'un antagoniste clairement identifié et puissant, le climax conserve malgré tout toute sa force émotionnelle grâce à ce très beau moment de communion entre deux peuples opposés qui prient chacun de leur côté avant de s'unir au son d'une seule et même prière face à la mort. Je suis persuadé que le 13e guerrier aurait eu une meilleure résonance aujourd'hui, en 2020, où la fermeture d'esprit et le communautarisme sont encore plus présents qu'à la fin des années 90, car cette épopée médiévale nous aurait tout simplement rappelé avec force qu'il est possible de s'ouvrir aux autres cultures sans pour autant renier son mode de vie, et que conserver une ouverture d'esprit face à ce qui est différent nous enrichira toujours. Goodbye, Arab! Goodbye, Northman. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie de découvrir ou de revoir Le 13e guerrier, le dernier grand film de John McTiernan. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé Le 13e guerrier ou si vous ne l'avez pas aimé. On en débat, on en discute. Et moi, je vous dis rendez-vous à la rentrée pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, prions pour que toutes les salles de cinéma du monde entier réouvrent très vite. Voilà, ciao.